Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer un autre chapitre, le chapitre 2. Donc, ce chapitre-là, il est réservé au tissu conjonctif. D'accord? Donc, je vais essayer de partager avec vous mon écran. Donc, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc il est là. Donc voilà, donc comme j'ai dit, nous allons entamer un nouveau chapitre hein, qui est les tissus, le chapitre des tissus conjonctifs. Donc bien sûr, on va commencer avec la définition. C'est quoi un tissu conjonctif? Donc les tissus conjonctifs, ce sont des tissus qui sont caractérisés par la présence de cellules. Hein, ces cellules sont, dans le cas du tissu conjonctif, dispersées, d'accord? Et entre cellules se trouve une substance fondamentale et des fibres. Donc, en général, la substance fondamentale, elle va lier les cellules avec les fibres. Alors, pour le tissu conjonctif, la localisation, donc on vous dit ici que le tissu conjonctif, c'est un tissu qui est ubiquitaire. Le mot ubiquitaire veut dire que c'est un tissu qui est présent partout, hein, d'accord? Donc, qui est présent partout au niveau du corps, hein, sauf au niveau du système nerveux, où ce tissu, il est substitué, d'accord, par ce qu'on appelle le tissu glial. Et ce tissu glial, vous allez le voir au niveau du chapitre qui est réservé au tissu nerveux. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un tissu qui est présent partout dans le corps, donc qui est très distribué, qui est présent partout, hein, sauf au niveau du système nerveux. Alors, pour l'origine embryologique du tissu conjonctif, l'origine, c'est un tissu d'origine mésodermique ou bien mésoblastique. Donc, le tissu conjonctif, il a pour cellule d'origine la cellule mésenchymateuse hein, qui a une forme étoilée. Et voilà, donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le tissu conjonctif dérive à partir du mésoblaste. Donc, vous allez voir hein, au sein de ce cours-là qu'il y a beaucoup de variétés de tissus conjonctifs. Alors, c'est ce qui nous pousse à voir plusieurs rôles hein, qui sont joués par le tissu conjonctif. Donc, vous allez trouver des tissus conjonctifs qui assurent un rôle de soutien, comme le tissu squelettique, ou bien un rôle de cohésion, d'association de nerfs, un rôle aussi de nutrition et d'échange, comme le cas du tissu adipeux, hein, qui est un tissu qui est formé par des adipocytes, des cellules hein, qui sont remplies par des réserves nutritives. Et aussi, donc, vous allez trouver un autre type, une autre catégorie de tissu conjonctif qui va assurer un rôle de défense immunitaire, donc, comme pour le cas du tissu sanguin. Alors, concernant les objectifs du cours, donc on va commencer tout d'abord par décrire les différents constituants du tissu conjonctif. Donc, par la suite, on va essayer de reconnaître les différents types de tissus conjonctifs et enfin, on va établir le rôle et on va voir aussi des exemples de localisation de ces tissus conjonctifs dans le corps humain, bien sûr. Alors, pour les constituants du tissu conjonctif, donc on a dit dans la définition que le tissu conjonctif, il est formé par trois composantes principales. Alors, quelles sont ces trois composantes? Ce sont tout d'abord les cellules, deuxièmement, vous avez les fibres, et entre les cellules et les fibres, vous avez ce qu'on appelle une substance fondamentale. Donc, les cellules, donc je vais mettre uniquement le pointeur pour vous montrer. Donc, ces trois constituants principaux, donc vous avez les cellules, hein, d'accord, et vous avez les fibres, d'accord, les fibres, vous allez voir qu'on a des fibres de différentes natures, et on a entre les cellules et les fibres une substance fondamentale qui est différente, bien sûr, selon la nature et le type de tissu conjonctif. Alors, on va commencer avec si vous voulez, les cellules, hein, qui est le constituant, le premier constituant du tissu conjonctif, hein, ce sont les cellules. Et on peut noter la présence de deux types de cellules. Donc, premièrement, des cellules fixes,
Et deuxièmement, des cellules mobiles, d'accord? Ce sont des cellules, les cellules mobiles, ce sont les cellules d'origine hématopoïétique, d'accord? Ce sont des cellules qui proviennent du sang, d'accord? Et qui passent à travers le tissu conjonctif et le sang, donc tels que les macrophages, les plasmocytes, les mastocytes, les leucocytes, les lymphocytes, les granulocytes neutrophiles, les éosinophiles et enfin les basophiles. Donc, ce sont toutes ces cellules-là, ce sont des cellules mobiles qu'on peut trouver au niveau du tissu conjonctif, mais qui sont des cellules mobiles, d'accord, qui vont bien sûr se diriger vers les autres tissus pour accomplir le rôle immunitaire des foies. Alors, les cellules qui nous intéressent, nous, ce sont les cellules fixes. Alors, pour les cellules fixes, on va trouver plusieurs types de cellules selon, comme je vous ai dit, la nature du tissu conjonctif, selon le type du tissu conjonctif. Donc, on va trouver les fibroblastes, les fibrocytes, les chondroblastes, les chondrocytes, les ostéoblastes, ostéocytes et enfin les adipocytes. Alors, on va commencer avec les fibroblastes, fibrocytes. Donc, blast, déjà, le suffixe blast est cyte. Donc, pour blast, ça veut dire que ce sont des jeunes cellules. Et le suffixe cyte, ça veut dire que ce sont des cellules différenciées. Ce sont les mêmes cellules qui sont immatures au début, comme fibroblastes, et par la suite qui vont se différencier en fibrocytes. Alors, les fibroblastes et fibrocytes, vous allez les voir au niveau du tissu conjonctif commun, c'est-à-dire non spécialisé commun. Alors, deuxième type de cellules, les chondroblastes, chondrocytes, on va le trouver au sein des cellules du tissu cartilagineux. Et enfin, donc les ostéoblastes, ostéocytes, on va les trouver au niveau du tissu osseux. Donc, pour les adipocytes, on va le trouver au niveau d'un autre, si vous voulez, d'un autre type de tissu conjonctif, c'est le tissu adipeux, d'accord? On ne va pas l'aborder dans ce. Alors, on va commencer avec les fibroblastes. Donc, sachez que les fibroblastes, ce sont les cellules clés, ce sont les cellules principales du tissu conjonctif. Donc, pour la forme, donc c'est une forme qui est fusiforme, qui est étoilée, et ce sont des cellules qui contiennent des organites qui leur permettent, ces organites, ils vont permettre à cette cellule-là de synthétiser en même temps les fibres et la substance fondamentale, c'est-à-dire tous les autres constituants du tissu conjonctif. Donc, pour le deuxième rôle aussi des fibroblastes, c'est un rôle de destruction, d'accord, du collagène, par exemple, qui est le collagène, vous allez voir, ce sont des fibres qui constituent le tissu conjonctif. Alors, ils contiennent aussi des enzymes qui sont capables de détruire le collagène. Et bien sûr, vous avez un autre rôle. Ils sont impliqués dans des processus de cicatrisation et de réparation. Alors, maintenant, on va passer au deuxième constituant du tissu conjonctif qui est la substance fondamentale. Alors, la substance fondamentale, donc, c'est un milieu qui est sous forme de gel, qui n'a pas de forme particulière. Donc, c'est un milieu qui permet la diffusion de l'oxygène et des molécules dissoutes de l'eau. Donc, il contient l'eau. Vous avez aussi des ions. D'accord. Vous avez aussi des ions et vous avez des polysaccharides, des glycosaminoglycanes, d'accord. Donc, ils sont des polysaccharides. Donc, il y a plusieurs types de glycosaminoglycanes au sein de la substance fondamentale. Donc, on peut noter, par exemple, l'acide hyaluronique, d'accord. Donc, qui a une forme si vous voulez, qui est visqueux, donc qui est visqueux et qui a plusieurs rôles. Donc, des fois, donc, il peut jouer un rôle de défense contre les bactéries, d'accord. Et des fois, ces glycosaminoglycanes, comme vous allez voir, des fois, ces glycosaminoglycanes qui sont en forme ici de brosse vont s'associer à un axe, à des protéines, d'accord, pour former une molécule appelée les protéoglycanes. Et cette molécule-là, elle joue un rôle de donner à la substance fondamentale cette consistance qui est visqueuse. Donc, aussi, vous avez pour les autres constituants de la substance fondamentale, ce sont les glycoprotéines de structure.
Donc, pour les glycoprotéines de structure, donc ici, je vous ai donné deux types. Vous avez les laminyles qu'on trouve au niveau de la membrane basale et qui sont impliquées dans l'ancrage des cellules au sein de la lame basale. Et aussi, vous avez la fibronectine qui est aussi responsable de l'adhérence des cellules aux fibres. Alors, pour les troisièmes constituants, le troisième constituant du tissu conjonctif, ce sont les fibres. Alors, notez qu'il y a trois catégories de fibres. Donc, premièrement, les fibres de collagène, ce sont les plus présents. Après, vous avez les fibres de réticuline. Et enfin, vous avez les fibres d'élastine. Donc, on va commencer avec, on va détailler un petit peu les fibres de collagène. Donc, ce sont les fibres les plus communes, les plus abondantes. D'accord, ce sont des fibres qui sont flexibles, qui sont résistantes aux forces de tension. D'accord. Donc, c'est la plus grande famille des protéines qui existent à l'extérieur des cellules. Donc, ces fibres de collagène, on l'a déjà mentionné, elles sont synthétisées au sein des fibroblastes et elles sont détruites. Donc, il y a beaucoup de collagène. Le corps humain, c'est un milieu qui est équilibré. Donc, quand il y a beaucoup de collagène, alors ces fibroblastes, ces mêmes cellules qui les ont synthétisées, ils vont assurer leur destruction par une enzyme appelée le collagène. Alors, pardon. Donc ici, on va un petit peu détailler la formation de ces fibres de collagène. Donc le collagène, c'est une protéine donc de la matrice extracellulaire, donc qui a une forme en triple hélice, d'accord? Une forme, on dit, hélicoïdale ou bien triple hélice. Pourquoi triple? Parce que cette molécule, elle est formée par trois chaînes polypeptidiques alpha, d'accord? Donc ces chaînes, bien sûr, ils vont différer de composition selon le type de collagène, parce qu'il y a plusieurs types de collagène. Donc, mais le collagène 1, c'est le plus présent, c'est le plus distribué au sein du corps humain. Donc voilà, donc on va passer à la formation. Donc ici c'est bloqué, on va essayer de débloquer. Donc, on va passer à la formation, la synthèse, quelles sont les étapes de synthèse de ces fibres de collagène au sein des fibroblastes. Donc, sachez que les fibres de collagène passent par plusieurs étapes. Donc, premièrement, vous avez les chaînes alpha, d'accord, vont s'associer en trois pour former, donc vont s'associer l'une sur l'autre et vont s'enrouler, d'accord, pour former une molécule hélicoïdale, c'est-à-dire sous forme d'hélice. Et cette molécule, elle est appelée procollagène. Alors, cette molécule, elle contient au niveau de ses extrémités des acides aminés qui sont supplémentaires. Alors, ces acides aminés, elles empêchent, donc ces acides aminés vont empêcher la juxtaposition des molécules les unes aux autres. Et donc, vont empêcher la formation de fibres. C'est pour ça que ces molécules, qui sont des extrémités non enroulées, non hélicoïdales, vont être éliminées par une enzyme appelée peptidase. Et quand il y a élimination de ces chaînes non hélicoïdales, alors le procollagène va prendre le nom de tropocollagène. Alors, plusieurs molécules de tropocollagène vont s'associer pour former par la suite le collagène. Et bien sûr, il faut noter aussi que cette association se fait à l'extérieur de la cellule. On va, pour bien se fixer dans la tête ces étapes de synthèse, ce sont des étapes qui sont très importantes. Alors, on va voir la représentation. En fait, on va voir plusieurs représentations schématiques de cette synthèse-là. Alors, voilà, ici, vous avez le fibroblaste, d'accord? Et la synthèse des fibres de collagène va bien sûr se former à l'intérieur de cette cellule-là. Alors ici, vous avez l'association de trois chaînes polypeptidiques alpha, d'accord? Et la molécule, elle prend le nom de procollagène. Alors, cette molécule, ce procollagène, il contient au niveau de ses extrémités, c'est-à-dire au niveau de ses extrémités ici et à ce niveau-là, des acides aminés qui sont non hélicoïdales, c'est-à-dire qui sont non enroulés. Non hélicoïdal veut dire non enroulé.
Alors, après, vous avez une enzyme qui va intervenir. Alors, cette enzyme, c'est le procollagène peptidase. Donc, cette enzyme, elle va intervenir et va couper ces deux extrémités, donc au niveau de la première extrémité, aussi au niveau de la deuxième extrémité, d'accord? Et le procollagène va se transformer en tropocollagène. Alors, plusieurs molécules de tropocollagène vont s'associer entre elles pour former les fibrilles de collagène et plusieurs fibrilles de collagène vont s'associer entre elles pour former les fibres de collagène. Donc, voilà pour les étapes de synthèse. Donc, on va voir encore en plus clair. Donc, voilà les chaînes polypeptidiques. Donc, la première étape, vous avez 3 chaînes polypeptidiques, des chaînes d'acides aminés, d'accord? Ce sont des chaînes alpha. Alors, ces chaînes vont s'enrouler sur elles-mêmes, d'accord, pour former la molécule de procollagène. Alors, cette molécule, d'accord, elle contient au niveau de ses extrémités, voilà la première extrémité, la deuxième extrémité. Donc, cette molécule contient au niveau de ces deux extrémités des chaînes, des acides aminés qui sont non enroulés. Alors, vous avez une enzyme qui va venir, qui va couper ces deux extrémités à ce niveau-là, d'accord? Et vous avez le procollagène, prend le nom de tropocollagène. Par la suite, plusieurs molécules de tropocollagène vont s'associer pour former les fibrilles de collagène. Et enfin, plusieurs fibrilles de collagène vont s'associer pour former les fibres de collagène. Donc, voilà pour les étapes de synthèse des fibres de collagène. J'espère que c'est clair. Alors maintenant, on va passer, donc on a fini avec les premières catégories, premiers types de fibres qui sont les fibres de collagène. Maintenant, on va voir les fibres de réticuline. Ce qu'il faut aussi ici noter, c'est que les fibres de réticuline, ce sont des fibres de collagène d'un petit peu particulier, d'accord, qui est le type 3, hein, qui sont associés à un complexe glucidique. D'accord? Alors, pour la localisation, donc on les trouve au niveau des capillaires sanguins, au niveau de la lame basale, aussi à côté du tissu adipeux. D'accord? Alors, ces fibres aussi sont synthétisées à l'intérieur des fibroblastes et ils sont synthétisés aussi par des enzymes, d'accord, au sein des fibroblastes. Alors, ces enzymes sont appelées élastases, d'accord, et qui vont assurer la destruction des fibres d'élastine. Donc, ce sont des fibres donc élastines, donc ce sont des fibres élastiques qui sont très connues, très remarquables par leur élasticité et aussi par leur résistance. Alors maintenant, pour la classification du tissu conjonctif. Donc, la classification, elle est basée en fait sur la proportion des éléments, des constituants du tissu conjonctif, qui sont les cellules, les fibres et la substance fondamentale. Donc, il y a deux grandes catégories. Il y a les tissus conjonctifs simples et vous avez les tissus conjonctifs spécialisés. Donc, on va commencer avec les tissus conjonctifs simples. Donc, on peut noter la présence de tissus conjonctifs flash. Donc, c'est un tissu qui contient la même proportion de cellules, c'est fibres et substances fondamentales, c'est-à-dire donc une même proportion de cellules, fibres et substances fondamentales. Donc, deuxième catégorie toujours du tissu conjonctif simple, c'est le tissu conjonctif dense. Alors, tissu conjonctif dense, c'est un tissu qui contient toujours des cellules, fibres et substances fondamentales, mais vous avez une très grande proportion de fibres. Alors, enfin, vous avez le tissu conjonctif adipeux, c'est un tissu qui est formé particulièrement par des cellules. Alors, maintenant, pour le tissu conjonctif spécialisé, ce sont des tissus qui ont une substance fondamentale particulière. Donc, on va aborder le tissu squelettique. Donc, le tissu squelettique contient une substance fondamentale qui est soit rigide, pour le cas du tissu osseux, pardon, soit semi-rigide, c'est dans le cas, on va voir, pour le tissu cartilagineux. Alors, pour le tissu sanguin, donc le tissu sanguin, c'est un tissu conjonctif, donc aussi, il obéit à la loi des constituants de tissu conjonctif, c'est-à-dire il est formé par des cellules, il est formé par des fibres et par une substance fondamentale, mais une substance fondamentale qui est particulière. Pourquoi? Parce qu'elle est liquide. Alors, ce tissu-là, on ne va pas l'aborder au sein de ce cours d'histologie générale. Donc, on va commencer, on va voir un petit peu les détails, mais sommairement, des tissus conjonctifs simples.
Donc, comme on a dit, vous avez le tissu conjonctif simple lâche, vous avez le tissu conjonctif simple dense, et enfin, pardon, vous avez le tissu conjonctif adipeux. Donc, on va commencer avec le tissu conjonctif lâche, simple lâche. Donc, c'est un tissu qui contient, comme on avait dit, la même proportion de cellules, de fibres et de substances fondamentales. C'est un tissu qui confère un rôle mécanique, aussi un rôle métabolique et aussi un rôle immunitaire. D'accord? Donc, c'est un tissu qui est localisé au niveau de l'hypoderme, au niveau des masses musculaires et au niveau dans le chorion. Donc, le chorion, c'est une membrane qui est présente à l'état fœtal, donc bien sûr la nutrition. Donc, il y a plusieurs catégories de tissus conjonctifs. Donc, il y a le tissu mucoïde, donc c'est le chorion qui n'est pas présent chez l'adulte. Il y a le tissu réticulé, donc il y a le tissu aréolaire. Donc, ce qu'il faut ici noter, c'est qu'un tissu qui est équilibré en cellules, en fibres et en substances fondamentales. Donc, voilà pour les constituants de ce tissu conjonctif. Donc, ça, c'est une photo. C'est une photo d'un tissu conjonctif lâche, d'accord? Et ici, vous avez les constituants du tissu conjonctif. Ce sont les cellules, substances fondamentales et les fibres. Et vous avez ce que vous pouvez noter ici, c'est que vous avez la même proportion de ces trois constituants. Donc, voilà pour le tissu conjonctif lâche. Alors maintenant, on va passer au tissu conjonctif dense. Donc, tissu conjonctif dense, donc on avait dit que c'est un tissu qui contient une très grande proportion de fibres par rapport aux autres constituants. C'est-à-dire par rapport aux cellules et par rapport à la substance fondamentale. Donc, c'est un tissu qui est riche en fibres de collagène et élastique. Et selon l'agencement de ces fibres de collagène et des fibres élastiques, donc on peut noter un tissu conjonctif dense régulier et dense irrégulier. Donc, on va voir à quoi ressemble un tissu conjonctif dense régulier. Donc, on le trouve au niveau des tendons et au niveau des ligaments. Donc, c'est un tissu où les fibres de collagène sont organisées parallèles, d'une façon qui est parallèle, donc en forme de rangée. Que ce soit pour les tendons, que ce soit aussi pour les ligaments, vous avez l'agencement bien ordonné des fibres entre elles, ce qui donne un tissu conjonctif dense régulier. Donc, cet agencement leur confère aussi, donc cet agencement donc, leur permet de résister aux chocs mécaniques auxquels ces deux types de tissus, les tendons, que ce soit les tendons ou les ligaments, sont confrontés. Alors, pour le tissu conjonctif dense irrégulier, c'est un tissu, comme vous voyez ici, vous avez une disposition irrégulière des fibres de collagène toujours entre elles, d'accord? Et on le trouve sur les sous-muqueuses et le péricandre, au niveau du péricandre, d'accord? Et ce tissu, donc cette orientation justement qui est non irrégulière, leur confère aussi une très grande résistance. Donc il est résistant aux différents chocs, qui viennent dans toutes les directions. Donc c'est aussi une, si vous voulez, une particularité de ce type de tissu, c'est une très très grande résistance. Donc maintenant, on va passer au tissu adipeux. Donc le tissu adipeux, comme on l'a dit, c'est un tissu qui contient beaucoup de cellules par rapport aux deux autres constituants. Donc comme vous voyez ici, c'est les grandes cellules, les adipocytes, qui sont les plus présentes, les plus marquées par rapport aux fibres et à la substance fondamentale. Donc ces types de tissus jouent un rôle d'isolant thermique, donc la graisse, et aussi protection mécanique contre les chocs, d'accord? On peut noter la présence de deux types de graisse, la graisse blanche qui est présente particulièrement chez l'adulte et la graisse brune qui est présente surtout chez le fœtus et le jeune enfant. Donc maintenant, on va voir, donc on a fini pour le tissu conjonctif simple, donc on va voir maintenant les tissus conjonctifs spécialisés. Ce sont des tissus qui ont une substance, comme on a dit, donc une substance qui est particulière. Donc, et vous avez les tissus cartilagineux, tissus osseux, voilà, et le tissu sanguin, comme on a dit, on ne va pas l'aborder au sein de ce cours. Donc on va commencer avec les tissus squelettiques. D'accord? Donc, c'est quoi la définition des tissus squelettiques? Ce sont des tissus conjonctifs qui ont une matrice extracellulaire qui est solide, d'accord, ou bien flexible dans le cas du tissu cartilagineux. Et l'ensemble de ces tissus forment le système squelettique qui présente bien sûr un support,
d'accord, et qui va servir de charpente, que ce soit pour le corps, et aussi protection pour le cerveau, et aussi, par exemple, ici, au niveau des poumons, donc vous avez le squelette, donc il protège les organes vitaux, que ce soit le corps ou bien les poumons. Alors, le tissu cartilagineux, donc c'est un tissu qui est semi-rigide, qui a une matrice extracellulaire semi-rigide. C'est un tissu, donc ce qu'il faut noter aussi, que c'est un tissu qui ne contient ni vaisseau sanguin ou lymphatique, ni terminaison nerveuse. Donc, c'est un tissu qui n'est pas innervé, d'accord, et qui n'est pas vascularisé. Donc, la matrice extracellulaire, c'est quoi? Ce sont les fibres plus la substance fondamentale. Donc, fibres plus substance fondamentale dans ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. C'est-à-dire, vous avez la cellule et vous avez la matrice extracellulaire. Donc, cette matrice extracellulaire, elle est riche en eau, d'accord? Et aussi, elle contient des protéoglycanes, d'accord? Et des fibres qui sont surtout des fibres de collagène type 2. Donc, les protéoglycanes, ce sont c'est comme on a dit, donc pour le tissu conjonctif, ils sont responsables de la consistance, cette consistance qui est à la fois solide, mais en même temps flexible de ce type de tissu. Donc, c'est la présence de protéoglycanes qui lui confère cette particularité. Alors, maintenant, pour les constituants du tissu conjonctif, vous avez la présence d'un seul type de tissu. Ces tissus, on les appelle les chondrocytes. Et vous avez une substance fondamentale, d'accord, qui est solide et flexible. Et aussi, vous avez la présence de fibres de collagène, comme on a dit. Donc, c'est les trois constituants. Vous avez les cellules, vous avez les fibres et la substance fondamentale. Donc, ici, donc c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est un tissu qui n'est pas vascularisé, qui n'est pas innervé, donc il faut bien le retenir. Donc, c'est un tissu qui n'est pas vascularisé et qui n'est pas innervé. Donc, toujours pour les composantes, les constituants du tissu cartilagineux, vous avez une matrice extracellulaire, d'accord, qui est formée par la substance fondamentale et les fibres de collagène, principalement type 2. Et vous avez des chondrocytes. On va voir que ces chondrocytes, ce sont les cellules qui sont logées dans des lacunes. Alors, ces lacunes, on les appelle les chondroplastes avec un P. Alors, c'est la matrice extracellulaire. Donc, de quoi elle est constituée, cette matrice extracellulaire? Donc, principalement par l'eau, donc 70 à 80% de son poids. Donc, c'est de l'eau. Alors, vous avez majoritairement, comme on a dit, du collagène de type 2, mais des fois, on peut noter aussi du collagène de type 9. Donc, on trouve des protéoglycanes sulfatés, donc tels que des chondroïtines sulfates et le kératane sulfate. Donc, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a une matrice extracellulaire différente selon le type de cartilage en question. Vous allez voir qu'il y a 3 types de cartilage. Alors maintenant, pour les cellules. Alors, les cellules, les chondrocytes, donc ce sont des cellules sphériques ou bien ovoïdes, c'est-à-dire en forme de ovale, avec un grand noyau, d'accord? Le cytoplasme contient de l'appareil Golgi, donc vous avez des réticulums endoplasmiques, vous avez des mitochondries, d'accord? Et ces cellules sont logées dans une lacune, dans une cavité, d'accord? Appelée le chondroblast. Vous allez voir que le chondroblast, cette cavité, elle n'est pas visible in vivo. Et c'est un tissu qui a plusieurs rôles. C'est un tissu qui a plusieurs, c'est une cellule qui a plusieurs rôles. Parmi ces rôles-là, c'est le renouvellement du tissu. Alors voilà en microscope électronique à quoi ressemble un tissu cartilagineux. Donc vous avez le tissu cartilagineux, il est formé par une matrice extracellulaire et par des cellules. Donc voilà les cellules. Et ces cellules sont logées dans une cavité, d'accord, même si ici la cavité n'est pas beaucoup apparente, mais sachez que tous les chondrocytes sont logés dans une cavité appelée chondroplasme. Alors, concernant la classification du tissu conjonctif, donc sachez que la classification, elle repose soit sur la richesse ou bien sur la nature des fibres qui le composent. Donc, vous pouvez remarquer donc, la présence soit des fibres de collagène ou bien des fibres élastiques. Donc, on peut
Donc voilà, donc selon la nature et la richesse, donc on peut distinguer la présence de trois variétés hein, de tissus cartilagineux. Donc premièrement, vous avez trois catégories, le cartilage hyalin, vous avez le cartilage fibreux et vous avez le cartilage élastique. Hein. Pour les trois cartilages, la substance fondamentale, elle est solide, elle est flexible. Bien sûr, les constituants sont différents selon la nature du cartilage, selon le type de cartilage, mais pour les trois, vous avez une substance fondamentale qui est solide, flexible, des fois élastique. Alors, vous avez, pour le cartilage hyalin, c'est le cartilage le plus présent. Vous avez peu de fibres de collagène, d'accord? Donc, pour le cartilage fibreux, vous avez plusieurs fibres de collagène, donc les fibres sont très abondantes. Et enfin, pour le cartilage élastique, donc vous avez plus élastique, donc vous avez plusieurs fibres élastiques. Donc, ici, on va voir l'aspect du cartilage hyalin. C'est, comme on a dit, le cartilage le plus répandu. Donc, voilà une coupe histologique qui est observée par un microscope. Donc, c'est une photo d'observation d'une coupe histologique du tissu cartilagineux à l'aide d'un microscope optique ou bien un microscope photonique. Donc, voilà les différents constituants. Donc, vous avez le chondrocyte qui est logé dans une lacune appelé le chondroplaste, d'accord? Et vous avez une matrice extracellulaire qui est formée d'une substance fondamentale et de fibres. Les fibres de collagène ne sont pas nombreux, comme on a dit, donc ils sont peu nombreux. Et donc ici, par exemple, au microscope optique, ils ne sont pas du tout donc, visibles. Et l'aspect, donc il ne faut pas oublier, donc le cartilage hyalin, il est connu par un aspect vitreux, donc c'est comme une vitre, aspect vitreux ou bien opalin. Et j'insiste sur le fait que c'est le cartilage qui est le plus répandu dans l'organisme. Alors, pour la localisation, donc ce type, comme on a dit, il est le plus répandu, donc il est localisé au niveau du nez, d'accord, du cartilage nasal, au niveau des cartilages des voies aériennes, au niveau des côtes, au niveau des articulations, d'accord. Donc tout ça, c'est le cartilage hyalin. Donc, on va un petit peu voir en détail les différentes localisations, toujours du cartilage hyalin. Donc, comme on a dit, au niveau des voies aériennes supérieures. Donc, tout ça, c'est le cartilage hyalin. Donc, aussi au niveau du le conduit auditif, d'accord? Donc, c'est ça le conduit auditif externe. Donc, il est composé par le cartilage hyalin. Alors ici, vous avez l'extrémité, donc vous avez les côtes, hein, qui est un tissu osseux, et vous avez l'extrémité des côtes, le cartilage des côtes, c'est un cartilage hyalin, comme vous pouvez ici le remarquer. Donc tout ça, c'est un cartilage qui est hyalin, qui est représenté en gris sur la photo. Alors, pour le cartilage fibreux, donc comme on a dit, le cartilage fibreux, c'est un cartilage qui est formé par si vous voulez, une grande proportion de fibres, hein, d'accord? Donc, c'est un cartilage qui contient des fibres collagènes de type 1 et type 2. Dans ce cas-là, ce sont des fibres qui sont observables au microscope photonique. Donc, c'est pas comme le cas du cartilage hyalin. Donc, ces fibres-là sont très, très nombreux. Donc, c'est pour ça qu'on peut les observer au sein des microscopes optiques. Et vous avez ces fibres-là sont de nature de toujours collagène de type 1 et collagène de type 2. Alors ici, vous avez des cellules qui sont bien sûr des chondrocytes entre ces fibres de collagène. Et c'est un type de cartilage qui a une aptitude à résister à des fortes pressions, d'accord? Et toujours en restant souple. Alors, pour la localisation, donc c'est un cartilage qui est présent au niveau des disques invertébraux, d'accord, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du pubis, d'accord, aussi au niveau des ménisques et au niveau du tendon d'Achille. Alors, pour le troisième type de cartilage, qui est le cartilage élastique, donc c'est un cartilage qui contient plusieurs fibres élastiques, d'accord? Et ces fibres ils n'ont pas d'orientation préférentielle, donc c'est un cartilage qui est élastique et qui est présent donc au niveau du pavillon de l'oreille, au niveau de l'épiglotte, au niveau des ailes du nez, d'accord?
Donc, tout ça, c'est un cartilage fibreux. Donc, voilà, aussi au niveau de l'épiglotte. Donc, l'épiglotte, c'est une lame triangulaire cartilagineuse, donc qui s'ouvre et qui se ferme, donc selon la déglutition. La déglutition, d'accord? Alors, on a fini la localisation. Donc, maintenant, on va voir pour la physiologie du tissu cartilagineux. On a dit que le tissu cartilagineux, c'est un tissu qui ne contient ni vaisseau sanguin, ni terminaison nerveuse. Donc, ce qui va nous interpeller, c'est de dire, alors, comment ce cartilage va assurer sa nutrition. Bien sûr, donc, vous avez le cartilage, donc ici, le cartilage, donc au niveau des ménisques du genou, d'accord? Vous avez un tissu cartilagineux ici à ce niveau-là, d'accord? D'accord, on va voir comment ce tissu, il va assurer sa nutrition. Donc, on va voir ces deux cas de figure. Donc, vous avez ici un cartilage, voilà, le cartilage qui est formé par des cellules qui sont les chondrocytes, d'accord? Et par une matrice extracellulaire qui est formée par une substance fondamentale et bien sûr par les fibres. Alors, ce cartilage, il est entouré par un tissu conjonctif. Ce tissu conjonctif, c'est un tissu qui est vascularisé, qui est appelé péricondre, d'accord? Et la nutrition de ce type de tissu va être assurée par les vaisseaux sanguins qui sont intégrés au sein du péricondre. Donc, et c'est ce tissu sanguin qui va assurer la nutrition de ce tissu cartilagineux. Donc, pour la nutrition du cartilage, elle se fait par diffusion. Donc, la nutrition du cartilage se fait par diffusion à partir des capillaires sanguins qui sont sur le péricondre. Et c'est quoi le péricondre? Le péricondre, c'est un tissu conjonctif qui entoure presque tous les cartilages à une seule exception. Donc, le péricondre, c'est un tissu conjonctif qui entoure tous les cartilages. Le péricondre, il a plusieurs rôles et parmi ces rôles-là, c'est la nutrition du tissu cartilagineux qui l'entoure. Alors ici, vous avez l'exception. Vous avez ici ménisque du genou, d'accord? Au niveau du genou, vous avez un tissu cartilagineux qui est représenté ici en violet. Alors, la particularité, c'est que ce tissu cartilagineux, il n'est pas entouré par le péricondre. Alors, tous les tissus cartilagineux sont entourés par un péricondre, sauf au niveau des articulations où les cartilages ne sont pas entourés par le péricondre. Alors, comment ce tissu va se nourrir? Donc, je vais vous expliquer. Donc, au niveau des articulations, vous avez ici un liquide, la synovie ou bien le liquide synovial. Alors, le liquide synovial, il est rempli de nutriments et c'est lui qui va assurer, d'accord, qui va assurer, quand vous voyez, il y a échange entre le liquide synovial et entre le cartilage qui est ici représenté en violet. Et vous avez diffusion des nutriments du liquide synovial vers le tissu cartilagineux. Donc, la nutrition du tissu cartilagineux qui se trouve au niveau des articulations se fait par diffusion à partir du liquide synovial. Donc, voilà pour la nutrition. Vous avez deux cas de figure. Soit la nutrition de tous les cartilages se fait par les vaisseaux sanguins qui sont à l'intérieur du péricondre, sauf pour le cas du cartilage articulaire qui n'est pas entouré par le péricondre. La nutrition, elle se fait par le liquide synovial. Donc, c'est ça ce qu'il faut retenir pour la nutrition du tissu cartilagineux, parce qu'on avait dit que le tissu cartilagineux, c'est un tissu qui n'est pas vascularisé. Alors, on va s'intéresser au péricondre. Donc, voilà le tissu cartilagineux. Donc, ici, il est formé par des cellules. Les cellules, ce sont les chondrocytes. Et ici, vous avez la matrice extracellulaire. Alors, et tout ça, c'est le péricondre. Donc, le péricondre, c'est un tissu conjonctif qui est dense, irrégulier, qui est situé à l'extérieur de tout, hein, la plupart des cartilages, sauf au niveau des articulations. Donc, de près, on va voir de quoi il est constitué, ce péricondre. Donc, il est constitué, si vous voyez, par deux couches. Alors, la première couche, c'est une couche qui est, donc on va le voir au niveau du schéma, après on va reprendre la correspondante ici en copistologique. Donc, voilà le cartilage, qui est formé par des chondrocytes et par une matrice extracellulaire. Alors, tout ça, c'est le péricondre.
Alors, le péricondre, il est formé par deux couches. Une première couche, c'est une couche appelée chondrogène, d'accord? C'est une couche qui est appelée chondrogène, qui est formée, comme vous allez voir, par des cellules, des fibroblastes qui vont se transformer en chondroblastes pour synthétiser par la suite le collagène et la substance fondamentale. Et vous avez une couche qui est fibreuse, qui est formée par des fibres. D'accord? Alors voilà la correspondante en vraie coupe histologique de péricondre. Donc le péricondre, il est formé par une première couche, c'est une couche qui est à côté, qui est limitrophe du tissu conjonctif. Cette couche, elle est formée par des cellules, d'accord? Voilà ces cellules, ce sont les fibroblastes qui vont assurer plusieurs rôles. Donc on va voir qu'ils vont se transformer par la suite en chondroblastes. Et vous avez une couche qui est fibreuse, qui contient des fibres et qui envoie des fibres pour l'ancrage, pour ancrer le tissu, pour ancrer l'ancrage dans le cartilage. D'accord? Donc voilà pour les constituants du péricondre. Donc voilà pour les deux couches du péricondre. Alors maintenant, on va voir la croissance du tissu cartilagineux. Donc, comment ce tissu va assurer sa croissance? Donc, sachez qu'il y a deux types de croissance. Là, une croissance interstitielle et une croissance appositionnelle, donc, qui se fait à partir du péricondre. Donc, on va commencer peut-être avec la croissance appositionnelle. Donc, si vous avez un schéma, donc ce que vous avez ici, c'est le cartilage. Donc, ce que vous avez ici représenté en violet, c'est le cartilage. Et vous avez tout ça, c'est le péricondre. D'accord? Donc, tout ça, c'est le péricondre. Alors, le péricondre, comme on a dit, il est formé par des cellules, par une couche qui contient des cellules et par une couche qui est fibreuse. Alors, la couche qui est à côté du cartilage contient des cellules. D'accord? Et cette couche-là va se transformer, bien sûr, c'était une couche du tissu conjonctif, une couche du péricondre, c'est cette couche-là qui va se transformer en tissu cartilagineux, ce que vous voyez ici en bleu, d'accord? C'est une couche qui est néoformée, qui était avant un péricondre, un tissu conjonctif, et qui s'est transformé en tissu cartilagineux néoformé. Alors, comment se fait cette transformation? Vous avez des cellules ici en rouge qui sont les fibroblastes, d'accord? Ces fibroblastes vont se transformer en chondroblastes et les chondroblastes vont assurer la synthèse, d'accord? Vont assurer la synthèse des autres constituants du tissu cartilagineux et on a cette croissance par appositionnelle, par apposition de nouvelles lames qui vont s'appositionner, qui vont se mettre à côté du cartilage. Donc, encore une fois, la même chose. Donc voilà, vous voyez, le cartilage, donc il croît, il croît en épaisseur. Donc, après aussi la même chose qui va se passer. Vous avez cette première couche, d'accord, qui contient les cellules, la couche chondrogène, contient des fibroblastes. Aussi, ces cellules-là vont se transformer en chondroblastes et ces chondroblastes vont synthétiser la matrice extracellulaire du tissu cartilagineux. Et vous voyez cette deuxième couche qui s'est formée par apposition. Donc, la croissance appositionnelle du tissu cartilagineux, elle est assurée par le péricondre. D'accord? C'est ça ce qu'il faut retenir. La croissance appositionnelle du tissu cartilagineux, elle est assurée par le péricondre. D'accord? Donc ici aussi, c'est pour vous expliquer un petit peu le péricondre qui est impliqué dans la croissance du cartilage. Donc voilà ce que vous voyez ici en vert, c'est le cartilage. Donc ici, c'est le péricondre, d'accord? Et vous avez cette zone-là qui est limitrophe, qui est, voilà, donc ici. Donc c'était avant le péricondre et qui s'est transformé en cartilage néoformé. Le mot néoformé, ça veut dire nouvellement formé. Pareil, donc apposition, ça veut dire l'une se pose sur l'autre. C'est par apposition et c'est ça la croissance qui est appositionnelle du tissu cartilagineux. Toujours, elle est assurée par le péricondre. Maintenant, on va passer au deuxième type de croissance, c'est la croissance interstitielle. Alors, la croissance interstitielle du tissu cartilagineux, elle est assurée par le cartilage lui-même. Interstitielle
à l'intérieur. Vous avez ici, c'est le tissu cartilagineux, il est toujours entouré par le péricondre, mais le péricondre, donc, il n'a pas ici un rôle dans la croissance de ce tissu. Pourquoi? Parce que le cartilage, il va assurer sa propre croissance. Vous avez ici les cellules, d'accord? Donc, vous avez les chondrocytes qui sont logés dans des chondroplastes, d'accord? Et ces chondrocytes vont se diviser à l'intérieur de leur lacune. Et vous avez deux types de division. Soit vous avez une division selon un plan axial, c'est-à-dire selon un axe, d'accord? Ou bien une division selon coronaire, donc sous forme circulaire. Donc, on va voir à quoi ceci ressemble. Donc, ici, vous avez une division, la cellule. À l'intérieur du tissu cartilagineux, vous avez les chondrocytes. Les chondrocytes vont se diviser, donc sans orientation déterminée, ce qui va donner des structures coronaires. D'accord? Alors, pour le deuxième type, qui est le groupe isogénique axial, donc les chondrocytes vont se diviser selon un plan de division qui est axial, et justement, ce qui permet d'avoir un groupe isogénique axial. Donc, vous avez deux types de division, soit au niveau de la croissance interstitielle, soit une division selon un plan axial ou bien selon un plan de division coronaire. Donc voilà un petit peu ce schéma-là, il va résumer un petit peu la croissance des tissus cartilagineux. Donc on avait dit que la croissance, elle est soit assurée par le péricondre, d'accord? Ce péricondre va assurer la croissance en épaisseur. Donc, les lames de cartilage nouvellement formées vont s'appositionner. C'est la croissance par apposition, s'appositionner à côté hein, du cartilage. Soit une croissance interstitielle qui est assurée par le cartilage lui-même selon un plan de division axiale, ce qui va permettre au cartilage de croître en longueur, ou bien selon si vous voulez, aucun plan de division, et c'est une croissance qui est anarchique, d'accord, croissance interstitielle qui permet l'augmentation du volume du cartilage. Donc, avec ça, donc, on a fini donc, la séance. Donc, on a vu les tissus conjonctifs simples et on a commencé le premier type de tissu de tissu squelettique qui est le tissu cartilagineux. Donc, avec ça, on va peut-être s'arrêter ici. Donc, je vous souhaite une bonne continuation et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Bon courage.